Comprenez mon émotion. 24 avril 1990, 24 avril 2013, 23 ans après la démocratisation du Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, la rédaction d'Antena saisit cette occasion pour réfléchir sur la gestion de ce legs. Atelier de formation sur les stratégies de promotion de la citoyenneté et du dialogue social, son ouverture a eu lieu aujourd'hui au collège Boboto. Antena, le journal Jenny Valiante. Toutes nos excuses pour ce problème technique, indépendamment de notre bonne volonté. Il est 19 h. Merci d'avoir choisi Antena pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 24 avril 1990, 24 avril 2013, cela fait exactement 23 ans, jour pour jour, depuis que le maréchal Mobutu démocratisait le Zaïre. Et la rédaction d'Antena a choisi aujourd'hui, pour l'occasion, de réfléchir autour de cet héritage démocratique nourri par le sang des martyrs. José Moussangana nous fait le point. Qui tourmente le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen. 24 avril 1990, une date qui restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo. Un jour qui a permis aux Congolais de déguster les délices de la liberté et de la démocratie retrouvée. Ne sachant résister à cette tempête de la démocratisation qui a secoué l'Afrique vers les années 90, le maréchal Mobutu, sans doute poussé par le signe du temps et surtout par la pression internationale, finit par céder. Il comprit qu'il était obligé de céder le pouvoir au peuple, lequel pouvoir qu'il avait confisqué 25 ans auparavant. D'où ses larmes et cette phrase restée célèbre. Comprenez mon émotion. Aujourd'hui, 23 ans après, une question se pose. Qu'avons-nous fait de cet héritage démocratique nourri par les sangs de martyrs? Alors que le pays est menacé de manière successive et excessive, certains politiques congolais ne tiennent même pas compte des conséquences fâcheuses de cette agression qui n'a que trop duré. Les uns cherchent plutôt des conciliabules politiques, d'autres se cramponnent sur leur position sans vouloir faire des concessions. C'est seulement dans cette condition que le Congo restera un et indivisible. Et quelques années après, les opinions divergent sur l'existence ou non de la démocratie comme système de bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Papi Katassi, Pepito Matondo. 24 avril 1990, 24 avril 2013, exactement 23 ans, que le Congo démocratique est en processus de démocratisation. Quelques années après, les avis divergent autour de la réalité de ces concepts comme système politique. Pour les uns, la démocratie existe, mais à des degrés variés. La démocratie existe en RDC, mais la démocratie n'est pas bien en RDC. Pour l'instant, je pense que la démocratie existe maintenant. Pourquoi? Parce que en RDC, quand Mobutu est arrivé pour instaurer la démocratie, il n'y en avait pas tellement, parce qu'il n'y avait qu'une seule chaîne. Les autres, par contre, disent que la démocratie est loin d'être une réalité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous voyons que c'est tellement très faible. Et il n'y a pas de démocratie au Congo. Il y a des choses que nous vivons dans notre pays qui est contraire à ce que le mot démocratie, parce que premièrement le mot démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Mais certains estiment qu'à l'heure actuelle la démocratie est tout un processus. La démocratie existe, c'est un peu fort. Et dire aussi qu'elle n'existe pas, c'est encore très cruel. Mais seulement, ce qu'il faudrait bien dire, ce serait que, voilà, nous sommes en processus de la démocratie. Comme on peut l'imaginer, la démocratie reste un concept moins compris par la population du fait de ses multiples facettes. Et sachez qu'il n'y aura pas de défilé le 1er mai, mais plutôt une rencontre entre les différents partenaires sociaux du monde du travail. C'est ce qu'a décidé le gouvernement dans sa réunion du secteur productif, secteur sociaux. Des explications dans ce reportage et le reste de l'actualité du Premier ministre avec Jean-Louis Miaswekaba. Le climat des affaires, toujours le climat des affaires. Ce lundi 22 avril, dans la soirée, le Premier ministre a pris un certain nombre de décisions, notamment l'instauration de structures relais dans les provinces. Elles verront à l'application des décisions prises à Kinshasa pour améliorer la place de la RDC dans le classement de Doing Business. Le groupe thématique secteurs sociaux a quant à lui adopté le calendrier des élections syndicales présenté par le ministre de la fonction publique. Le ministère du Genre va ériger au niveau de chaque province
une maison de la femme pour examiner ces différents problèmes. Le 1er mai ne connaîtra pas son traditionnel défilé, mais plutôt un rassemblement où chaque partenaire présentera ses préoccupations. Peter Maurer, président du CICR en visite à Kinshasa, a évoqué la situation et les conditions de détention dans les prisons congolaises, le travail de son organisation sur le plan humanitaire et le comportement des FARDC. La firme Pioneer Group, quant à elle, a redit au Premier ministre sa volonté d'investir dans les mines en RDC. Il se tient du 24 au 25 avril 2013, l'atelier sur le lancement et la vulgarisation de la loi de finances 2013 et de la circulaire contenant des instructions relatives à son exécution. Son ouverture a eu lieu ce mercredi 24 avril 2013 au Roméo Golf, en présence de Africa Mujinga et Saïdi Mouzouri. Il s'agit d'une mise en garde du vice-premier ministre, ministre du Budget, Daniel Mukoko Samba, au personnel des administrations financières et aux techniciens en la matière au sujet de l'utilisation des finances, la moralisation de l'impôt et le respect de l'État plus que soi-même. Une occasion aussi pour le professeur Daniel Mukoko Samba de réaffirmer la primauté des bonnes pratiques dans l'exécution du budget, tant en dépenses qu'en recettes, et c'est en conformité avec la trajectoire des finances politiques. Le bon accomplissement de votre mission ne requiert pas qu'une exigence technique, mais aussi et d'abord une exigence morale. Parce qu'il est le sacrifice qui est demandé à chacun pour que la République puisse vivre. Parce que le paiement de l'impôt, c'est l'acte civique par lequel la solidarité cesse d'être un vœu pieux pour devenir une réalité. Sacrer l'argent public l'est aussi, parce que les besoins sont toujours plus importants que les ressources. Pour le secrétaire général au budget, la mobilisation optimale des ressources budgétaires pour le financement du programme d'action du gouvernement est au centre des préoccupations du gouvernement qui attend les contributions des uns et des autres en vue d'améliorer le niveau de perception des recettes. Nous élaborons ce budget dans un contexte où nous avons la guerre à l'Est. Nous avons le problème des élections locales qui vont venir. Toutes ces politiques-là, il faut trouver des moyens pour que cela soit réalisé. Présents à cette cérémonie, les sous-gestionnaires ont insisté sur le respect de la chaîne des dépenses. Cette année, il y aura plus d'innovation dans notre travail et d'orthodoxie, étant donné que fini ces histoires de compte fourre-tout. Maintenant, chaque libellé sera respecté comme tel. Ces instructions visent à contribuer davantage à la traçabilité dans la mobilisation des ressources budgétaires et à un meilleur encadrement des dépenses publiques en vue de répondre efficacement aux diverses sollicitations dans l'exécution du budget et d'assurer de manière adéquate la mise en œuvre des actions, mesures et objectifs du plan d'action du gouvernement. Et ceci pour une meilleure prise en compte des besoins des populations congolaises. Désormais, les transporteurs aériens devront souscrire à une police d'assurance auprès de l'assureur national. C'est ce qui ressort du protocole d'accord signé ce mardi par l'autorité de l'aviation civile et l'assureur national. Reportage, Willy Kacha. Plusieurs opérateurs aériens fonctionnent sans souscrire à une police d'assurance auprès de l'assureur institutionnel. Pourtant, l'assurance est nécessaire, voire indispensable. Voilà pourquoi l'autorité de l'aviation civile tient à remettre de l'ordre afin que tout avion qui circule sur le ciel congolais obtienne une police d'assurance. Richard Nyangwile, directeur général de l'autorité de l'aviation civile, est strict. L'assureur national, quant à lui, s'engage à jouer pleinement son rôle respectif en vue de la réussite et du succès du partenariat scellé avec l'autorité de l'aviation civile. Cette initiative vient d'être soutenue par la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile qui, en son article 157, confie à l'assureur national et à l'autorité de l'aviation civile des charges précises en matière d'assurance d'aviation. Et stipule alors le protocole additionnel signé par l'assureur national et l'autorité de l'aviation civile. La Société nationale d'assurance, SAL, ne consentira à couvrir les risques d'aviation
qu'à la condition que les mesures de sécurité d'usage aient été formellement observées. Dans le souci de rendre plus efficient le protocole additionnel, les parties conviennent de mettre sur pied une commission mixte d'évaluation, une commission SONAS AAC-RDC, qui se réunira une fois par trimestre pour chaque fois que le besoin se fera sentir. Les deux parties s'engagent à bref délai à programmer une campagne de sensibilisation auprès des transporteurs et exploitants aériens. Il s'est de rappeler que le protocole additionnel signé par la SONAS et l'autorité de l'aviation civile a une durée d'une année renouvelable. Tout à fait autre chose à présent, la Chambre des mines organise du 24 au 26 avril 2013 à l'hôtel Memling un deuxième forum sur la révision du code minier. Des précisions avec Jean-Louis Miaspekama et Mathieu Ngadipovi. Quel serait l'impact de la révision du code minier sur l'attraction des investisseurs et le climat des affaires en RDC? Cette question posée par Claude Paulet, président de la Chambre des mines de la RDC, tous les participants de ce deuxième forum se la posent ainsi. Quant au vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, en charge des mines, la démarche est claire. Mieux suivi et plus aussi, ça sera plus transparent et les gens pourront payer facilement. Si le régime fiscal est complexe, effectivement, nous avons beaucoup trop d'impôts et à ce moment, l'État lui-même ne se retrouve pas dans le contrôle de ses droits et impôts. Dans les chefs des opérateurs miniers, les reproches et critiques ne manquent pas. Nécessité, le besoin d'harmoniser le texte de loi en rapport avec les autres codes en vigueur dans l'espace SADC, l'acte uniforme de l'OADA et aussi les aspects constitutionnels, de manière à nous doter d'une législation minière adaptée aux réalités tant nationales qu'internationales et favoriser réellement le climat des affaires. Du côté du gouvernement, l'avant-projet de loi portant révision du code minier est déjà prêt. Il a envoyé une copie aux opérateurs miniers. Ces derniers n'agréent pas un certain nombre de points révisés. Le gouvernement a aussi quelques mauvais antécédents dans le secteur minier. La suspension du programme du FMI et la suspension de la RDC par l'ITIE international. Et de son côté, la MONUSCO dénonce le recrutement forcé des civils dans le territoire de Rutshuru. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu par le M23 qui combattent sa brigade d'intervention. Le point a été évoqué au cours de la conférence des Nations Unies ce mercredi 24 avril 2013. Le point avec Mami Tambou et Mathieu Ngadipovi. Si dans d'autres provinces, la situation sécuritaire est jugée calme, au Nord Kivu, elle est tendue à cause notamment du recrutement forcé de civils par le M23 à Rutshuru, territoire sous son administration depuis plusieurs mois. La MONUSCO dénonce cette attitude du mouvement rebelle dont l'objectif est de combattre sa brigade d'intervention. Les exactions menées par le M23 sont conduites de manière régulière, je pourrais même dire de manière quotidienne, parce que d'abord déjà le M23 occupe un territoire dont il n'a pas la responsabilité. Ça c'est un premier fait et donc les populations qui se trouvent dans ces territoires contrôlés par le M23, nous pouvons considérer que c'est des populations qui sont tenues otages par le M23. Et nous avons vu aussi que le M23 essaie de se substituer à l'autorité de l'État dans cette partie. Le porte-parole militaire de la mission onusienne a fait savoir également que le déploiement de premiers éléments de la brigade d'intervention spéciale n'est plus qu'une question de jour. Le superviseur de la brigade est déjà connu. Les travaux sont très avancés et d'ailleurs je saisis l'occasion pour vous dire que le général le commandant de la brigade, le général MC qui va commander cette brigade d'intervention qui est arrivé à moi depuis hier avec un détachement précurseur de son état-major pour prendre en compte l'évolution de toute la situation. Sur le plan humanitaire, le centre du Tonga fait face à la crise humanitaire depuis l'évasion des prisons du commandant Maïgé en septembre 2011. Merci. Encore une fois, toutes nos excuses pour la mauvaise qualité du chant de cet élément. Passons à autre chose. Dans les rues de la capitale RDC qui se remplissent progressivement des enfants dénommés Chégué. Et selon une enquête menée par le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue, l'effectif est estimé pour la seule ville de Kinshasa à plus ou moins 20 000 enfants de la rue. Une véritable menace pour la population victime des agressions qui caractérisent ces enfants et de leur exposition aux maladies. Polydor Gaziami sur les images de Guimaoui ici.
Jadis qualifiés de bombes à retardement, les enfants en rupture familiale, appelés aussi enfants de la rue, constituent aujourd'hui un problème crucial de société auquel la société congolaise en général et quinoise en particulier doit faire face. Une enquête menée à Kinshasa en 2006 par le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue Régère avance un effectif de 13 877 enfants vivant dans la rue. Parmi les personnes recensées dans la rue, qui étaient près de 20 000 personnes, il y avait 13 877 enfants, c'est-à-dire ceux de moins de 18 ans. Comment les retourner en milieu familial et comment travailler pour qu'il n'y ait plus marginalisation, c'est la motivation de l'enquête du Régère. Nous avons constaté que le nombre d'enfants ne faisait qu'augmenter, et qu'il fallait avoir un outil qui permettrait aux acteurs d'agir avec assez de précision et d'orienter le programme. Aujourd'hui, cette base de données constituée par cette plateforme d'ONG renseigne qu'il y a hausse de natalité dans la rue et une augmentation de la proportion des filles. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, en moyenne, 2 enfants naissent à Kinshasa. Donc, des enfants qui ne connaissent rien d'autre que la rue. La proportion des filles qui vivent dans la rue maintenant approche de 44%. Par ailleurs, l'effectif des enfants qui gagnent la rue mensuellement inquiète aussi. De manière générale, l'effectif de ces enfants est passé à 20 000. Ce qui laisse présager qu'en 2016, cet effectif pourra atteindre 27 000, un danger qui interpelle l'État congolais et les ONG de protection et de promotion des droits des enfants. Il faut un grand travail, un travail de prévention pour arrêter ces robinets de la honte qui fait jaillir les enfants dans la rue. Et ça, c'est au niveau des familles, c'est au niveau de la communauté. Et là, nous, on travaille avec nos partenaires, avec nos structures à la base, pour mettre en place des systèmes de solidarité. Dans l'évolution du phénomène enfants de la rue, Gombe constitue la commune qui reçoit le plus de locataires. Et la plupart viennent de la commune de Kimbanseke. En santé, sachez qu'il est extrêmement important pour une femme en gestation de se faire vacciner car les conditions d'accouchement ne sont pas prévisibles. Et en RDC, le vaccin autorisé est appelé anti-tétanique. Le docteur Mado Gingazé du centre hospitalier Akram l'explique au micro de Patricia Bassois, notre spécialiste en questions sanitaires sur les images de Pépito Matondo. Le monde évolue, la médecine également. Autrefois, les vaccins n'étaient pas connus de tous et encore moins perçus de la même manière. Avec le temps, le PEF s'est investi dans la sensibilisation qui s'est vite révélée comme la voie de récupération de la femme et de l'enfant pour réduire le taux de morbidité. Une femme en gestation est aujourd'hui soumise à un certain nombre d'exigences, parmi lesquelles la vaccination. Le vaccin anti-tétanique pour protéger contre le tétanos néonatal, il est obligatoire parce que dans nos conditions environnementales, parfois la femme peut accoucher dans des conditions telles qu'elle n'est pas protégée, ou les matériels ne sont pas stérilisés, ou peut-être un accouchement à domicile. Et pour éviter que cet enfant qui naît puisse être victime du tétanos néonatal, qui est une maladie grave. Ce vaccin est administré en plusieurs phases. Il est réparti en 5 séries de vaccins. C'est-à-dire que cette femme qui se présente, enceinte ou pas enceinte, en âge de procréer, si elle suit régulièrement sa chaîne vaccinale, elle peut terminer et être vaccinée à vie. Même quand elle aura des grossesses plus tard, elle sera déjà protégée pour toute la vie. Les vaccins étant accessibles à toutes les couches de la population, il est donc important pour la femme de respecter le carnet de vaccination pendant toute la période de gestation. Ouverture ce 24 avril 2013 au Collège Boboto à la Gombe de l'atelier de formation des jeunes sur les stratégies de promotion de la citoyenneté et le dialogue social. Cette formation a été organisée par le programme des Nations Unies pour le développement. Patricia Molengo Mbolekuni sur les images de Jusen Belebele. Durant 3 jours, les leaders de jeunes des organisations, mouvements et ligues de différents partis politiques vont échanger sur les stratégies optimales d'engagement démocratique et d'appropriation de la citoyenneté par le jeune de manière à encourager de leur part l'exercice d'une citoyenneté active. Cet atelier de formation rendu possible par le programme des Nations Unies pour le développement s'inscrit dans le cadre du projet Forum d'éducation et sensibilisation de jeunes pour la gouvernance démocratique en République démocratique du Congo.
Congo. Il vise essentiellement à souligner le coordonnateur intérimaire du PNUD, Ibrahim Niané, dans son mot d'ouverture, à renforcer l'engagement citoyen de jeunes. En effet, pour les organisateurs, la citoyenneté est fortement apparue comme une exigence pour la réussite du système de gouvernance démocratique qui se met en place depuis la tenue des élections pluralistes de 2006 et 2011, d'où l'importance de la tenue de cet atelier. Grâce à cette formation, les participants seront en mesure de capitaliser les bonnes pratiques du domaine de plaidoyer et aussi d'harmoniser la mission et la notion de citoyenneté dans la perspective du changement. Ouvert ce mercredi 24 avril, la télé va se clôturer le vendredi 26 avril prochain. Profitons de la semaine africaine de vaccination qui se clôture le 28 avril 2013. Donc le dimanche, la rédaction d'Antenne a approché l'ONG Abiba pour l'éducation et la promotion de la santé pour connaître les risques de l'hépatite B chez une femme enceinte. Patrick Borel-Moukendi, Polydor Ngezami sur les images de Précieux Mangonzoy. Commencé le 22 avril 2013, la journée africaine de vaccination poursuit son bonhomme de chemin. Parmi les vaccins à prendre pour éviter les maladies infectieuses et virales chez une femme figure l'hépatite B. Abiba Mbata, responsable de l'ONG EPS Abiba pour l'éducation et la promotion de la santé, explique le mécanisme de contamination de l'hépatite B de la mère à l'enfant pour attirer l'attention de l'opinion par rapport à ce mal évitable. Lorsqu'une personne se fait vacciner contre l'hépatite B, donc son corps va développer des anticorps qui vont lui permettre plus tard de lutter contre cette hépatite B. Si jamais elle rencontre par exemple une personne qui est atteinte d'hépatite B, donc elle ne va pas développer la maladie parce qu'elle est déjà protégée. Son organisme a déjà développé des anticorps pour permettre justement de lutter contre l'hépatite B. Et nous savons tous que l'hépatite B, justement, se transmet aussi par voie sexuelle, ça peut se transmettre par voie sanguine, justement, ça peut se transmettre aussi par voie materno-fœtale. Donc, le fait d'avoir déjà les vaccins permet justement de prévenir cette maladie. D'où vraiment l'intérêt de se faire vacciner par rapport aussi à toutes les autres maladies. Donc, il n'y a pas que l'hépatite, mais tous les vaccins qui sont déjà en République démocratique du Congo. Combattre le mal par le mal, tel est le principe général des vaccins. Connus depuis l'Antiquité, les vaccins ont été perfectionnés à la fin du XXe siècle par Louis Pasteur. Ils protègent la mère et l'enfant, ensuite réduisent le risque d'épidémie. Et dans un autre chapitre, 2 aumôniers d'Africa Command venus des États-Unis animent depuis le lundi 22 avril 2013 au camp Kokolo une conférence sur le contrôle de stress à l'intention de tous les aumôniers des FRDC. Des précisions avec Anne-Marie Ossite, Maxime Gongo, Laïmbo Fandombongo sur les images de Pépito Matondo. C'est dans le but de doter les aumôniers militaires congolais d'outils efficaces de gestion des traumatismes de guerre que les aumôniers américains d'Africom organisent cette conférence sur la prise en charge des cas de stress pendant et après les combats. Oui, cette formation a beaucoup d'importance dans le corps où nous travaillons parce que les militaires ont beaucoup de problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain de combat. Même au camp là où ils habitent, ils ont beaucoup de problèmes qui leur créent des stress. Alors cette formation est la bienvenue parce que ça va nous donner la matière pour que nous puissions vraiment lutter contre l'existence des stress parmi nos militaires. En effet, les militaires sont souvent exposés à des événements traumatisants multiples, tant en période de guerre qu'en période d'après-guerre. Les aumôniers militaires doivent donc être en mesure de gérer tous ces cas de traumatisme. Parce que dès que tous les aumôniers seront, ils doivent faire restitution dans leurs unités respectives. Et comme la formation est très importante pour les aumôniers, nous devons transmettre à des différentes unités des FARDC. Cette formation de 5 jours consiste en une série d'exercices pratiques destinés à aboutir à une meilleure gestion des stress de combat par les militaires de FARDC. Tout ceci pour promouvoir la loyauté et les actes de bravoure et minimiser les réactions de stress mal adaptées. Who are experiencing some of those challenges? En fait, le but de ce séminaire, c'est de permettre aux aumôniers des FARDC d'utiliser ces mêmes outils pour faire face au stress des combats que connaissent leurs soldats. Donc ils feront usage de ces outils
afin de pouvoir traiter de tous les cas de stress qui se présenteront à eux. Il faut noter que plus de 45 aumôniers militaires des diverses confessions religieuses prennent part à cette formation. Parlons justice dans ce journal. Le code judiciaire congolais revisé est disponible aujourd'hui pour améliorer le travail de tous les praticiens du droit. Il a été remis officiellement ce mercredi 24 avril 2013 au premier président de la Cour suprême de justice et président du Conseil supérieur de la magistrature par l'ambassadeur des États-Unis accrédité en RDC avec le financement de l'USAID. Les détails et des précisions avec Mami Tamboa Deltété Précieux Mangonzoy. Le code judiciaire congolais compilé et actualisé jusqu'au 28 février 2013 va désormais suppléer à l'ancien, dont l'exemplaire a été remis officiellement par l'ambassadeur des États-Unis en RDC au premier président de la Cour suprême de justice et président du Conseil supérieur de la magistrature, Jérôme Kitoko Kimpele. Ces derniers l'ont ensuite baptisé. À la menace cet ouvrage et au combattissement, je souhaite plein succès. Cet ouvrage de 1272 pages élaboré pendant 3 ans a pour but de suppléer à la carence en documentation de textes légaux et réglementaires en matière judiciaire, de renforcer et d'améliorer la qualité de travail de magistrats, etc. Un souhait également du diplomate américain James Entwistle. Ce code judiciaire est important outil dans les mains du personnel judiciaire congolais. Il offre une fondation sur laquelle des décisions justes et impartiales peuvent être prises dans chacun des palais de justice et institutions judiciaires à travers votre beau pays. C'est l'USAID, à travers son programme Pro-Justice, qui a financé la compilation et l'impression du code judiciaire actualisé. L'Agence américaine de développement compte fournir des copies de ces codes aux juges et aux magistrats sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Passe à présent à la revue de presse dans une sélection à commentaires signée Anne-Marie Sylvie Fortuné Moula pour avoir une vue d'ensemble de l'actualité congolaise. À vous tous qui n'avez pas eu l'occasion de feuilleter les journaux ce mercredi 24 avril 2013. Bonsoir. Direction dans le Nord Kivu où l'Observateur rapporte que les spectres de conflits intercommunautaires refait surface à Kichanga. Une tension inquiétante couvre actuellement Kichanga, cité des territoires de Massissi, à la suite du meurtre de 2 personnes de l'ethnie Hutu survenu dans la nuit du dimanche dernier. Dans cette cité où la cohabitation entre des ethnies Hutu et Houndé est empreinte de méfiance et de suspicion, les coupables sont vite trouvés dans la communauté ou rivale. Selon les sources de la société civile locale, toute la journée du lundi, le trafic sur l'axe routier Goma-Sake-Kichanga a été complètement perturbé. L'ordre a été rétabli après l'entrée en scène du groupe mobile d'intervention rapide de la police nationale congolaise. Malgré le retour au calme, des incidents ayant émaillé les manifestations du lundi ont ravivé la tension entre les communautés Hutu et Houndé dans la cité de Kichanga. Attaque de population civile, le CICR hausse le ton, renseigne la prospérité. En visite de travail à Kinshasa, le président du comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer, a appelé toutes les forces armées opérant dans la partie est de la République démocratique du Congo à la cessation des attaques et violences à l'endroit de populations civiles. Un appel de cœur lancé à l'heure où les efforts pour le retour et la consolidation de la paix dans cette région sont annihilés par la recrudescence de la violence. Après Kinshasa, le président du CICR s'est rendu ce matin à Goma pour s'enquérir de la situation de populations victimes de conflits armés. À Kinshasa, Peter Maurer en a profité pour visiter les installations de la prison centrale de Makala. Il s'est dit, à la suite de cette visite, préoccupé par la sous-alimentation et l'accès difficile aux soins de santé des détenus et la surpopulation de la prison. Au regard du tableau sombre de la situation à l'est de la RDC, marqué entre autres par la recrudescence de tensions intercommunautaires, la fragmentation de groupes armés, le l'enrôlement des enfants dans le groupe armé, le président du CICR a indiqué que son organisation entend apporter une réponse rapide et adéquate aux besoins
besoins de populations civiles victimes de conflits. Polémique autour du rapatriement des réfugiés rwandais, le HCR invite Kinshasa et Kigali à dialoguer, note la référence plus. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié n'a ni mandat ni qualité d'octroyer l'identité congolaise aux réfugiés rwandais vivant en RDC. C'est ce qu'a déclaré lundi 22 avril le chef de la sous-délégation de cet organisme, Étienne Kwasi. Il réagissait aux déclarations de femmes qui accusaient le HCR de tenter de maintenir les réfugiés rwandais en RDC. Le HCR n'a pas vocation à forcer les gens à rentrer chez eux. Nous apportons la logistique pour aider les gens à rentrer, mais il faudrait que les deux gouvernements s'entendent et que les réfugiés veulent partir. Quand ils sont arrivés en pleine crise, aucun partenaire humanitaire n'a eu le temps de les enregistrer. On leur a accordé les statuts des réfugiés à première vue. Il s'agissait de savoir qu'ils étaient rwandais et ça suffisait, a indiqué Étienne Kwasi. Dans le même registre, le guide rapporte qu'on veut brader la nationalité congolaise. Alors que les relations entre Kinshasa et Kigali restent toujours tendues à ces jours, le HCR prévoit qu'à la date du 30 juin 2013, les réfugiés rwandais qui avaient fui leur pays avant le 31 décembre 1998 perdent leur statut de réfugiés parce que la situation qui les avait conduits en exil a changé au Rwanda. Et de ces faits, tous ces réfugiés devront avoir la nationalité congolaise. Le risque est que ces réfugiés constituent une véritable bombe à retardement à même dématérialiser le plan machiavélique de balkanisation du Congo. Accepter cette proposition du HCR ne serait qu'hypothéquer l'avenir de toute une nation. Le gouvernement devra camper sur sa position car si Kinshasa accepte de signer la clause de cessation, il n'aura de choix que de donner la nationalité à tous ces Rwandais. Géopolis rappelle que la République démocratique du Congo a refusé de tomber dans un énième piège à Pretoria. Elle s'est gardée de signer un accord sur la cessation des statuts des réfugiés rwandais vivant sur son sol, ce qui reviendrait à octroyer collectivement la nationalité congolaise aux réfugiés rwandais en RDC. La RDC craint que le Rwanda ne puisse affirmer un jour qu'il n'y a eu des réfugiés rwandais en RDC et que par conséquent, ces personnes ne revendiquent automatiquement la nationalité congolaise. Pour Julien Paluku, il faut d'abord les regrouper, les identifier et savoir lesquels doivent rentrer librement dans leur pays, lesquels veulent rester en RDC ou s'exiler ailleurs avant de signer la clause de cessation du statut de réfugié. Face aux réticences de la RDC, la signature de la clause de cessation du statut de réfugiés rwandais vivant en RDC a été reportée à plus tard. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et bonne soirée chez vous. C'est la fin de ce journal. Merci aux deux capitales les plus proches, Kinshasa et Brazzaville, de nous avoir suivis. L'information continue sur www.antenne-a-tv.com. Merci à vous tous qui nous suivez online depuis Montréal au Canada. Merci également pour tous vos commentaires sur notre adresse Facebook Antenne A Rédaction. Fin de ce journal. Merci encore de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la chaîne de référence Antenne A. Bonsoir. Thank you.